Bonsoir à tous, nous sommes ravis d'accueillir 4 participants, j'allais dire enthousiastes par le thème, et je dois peut-être vous révéler que nous, on a déjà pris beaucoup de plaisir à préparer cette table ronde. Donc merci à nos 4 participants. Alors évidemment, dans le titre, on a surtout parlé donc de sobriété, mais c'était entre utopie et réalité. Donc est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que ça reste de l'ordre de l'inaccessible et pour l'instant d'un vœu pieux? Alors, avant d'aller plus loin dans le débat, on va laisser nos intervenants se présenter. Alors, je dirais que, notamment pour les entreprises, qui sont vos clients? Qu'est-ce que vous faites? Qui sont vos fournisseurs, vos salariés, vos concurrents, peut-être, pour qu'on ait une idée bien précise? Bonjour à tous et à toutes. Moi, du coup, je suis donc Marie Alcina, je suis la responsable marketing et communication du Drive Tout Nu et du Super Tout Nu. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de nous. On est passé sur Qui veut être mon associé en début d'année. Mais non, alors donc, nous, on n'est pas du tout un supermarché ou un super-héros. On n'est pas un super-héros nudiste. Nous, le concept, en fait, c'est de proposer une alternative responsable à la grande distribution. Et ça passe donc par une alternative qui est concrète et réelle, puisqu'on a un réseau de supermarchés en drive, en supermarché physique et aussi en livraison de produits zéro déchet. Donc le concept, pour vous le résumer, on a près de 3000 références qui sont conditionnées dans des emballages réutilisables, donc des bocaux et des sacs en tissu. Et donc, nos clients peuvent soit venir en magasin, soit passer commande en ligne, comme un Leclerc Drive, un Chrono Drive classique. La différence, c'est qu'au lieu que les produits soient dans des emballages jetables, ils vont récupérer des cagettes avec des bocaux dedans. Voilà, donc en fait, on applique, en fait, on a un peu réfléchi à apporter donc une alternative à la grande distribution qui est quand même, au final, tout le monde tape dessus, mais on continue tous d'y aller pour des raisons notamment aussi de prix, de praticité. Donc le concept était aussi de proposer toute la consommation, une consommation vraiment responsable avec tous les produits du quotidien sous le même toit, puisque c'est vrai que souvent les personnes qui sont un peu plus engagées, un peu plus avec justement cette vision un peu éco-responsable, ont développé, on va dire, dans leur quotidien, voilà, le fait d'aller chez le boucher, chez le fromager, le primeur. Donc nous, on a essayé justement de rameuter en fait dans cette consommation responsable aussi les personnes qui n'ont pas ce temps-là forcément alloué d'aller dans les différents endroits. Et il y a aussi cette question forcément de la consommation vrac, et on l'a vu d'ailleurs dans le baromètre, c'est assez intéressant de dire que le vrac prenait de la place, mais c'est vrai que le vrac aujourd'hui, ça peut être aussi contraignant pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire, parce qu'il faut prévoir ses contenants, il y a souvent aussi cette fameuse consigne dont on parle beaucoup, et donc nous on a un peu levé ce frein en préconditionnant pour les clients, donc les clients vont vraiment venir dans le magasin et les produits seront déjà prêts, voilà, donc au lieu d'avoir un sac de riz, par exemple dans un emballage plastique, on va avoir un bocal de riz. Et pour lever un peu ce frein justement à la consigne, on ne fait pas payer le bocal. Le bocal, en fait, on le considère comme un moyen de locomotion entre nos étagères et les étagères des clients. Et par contre, pour inciter au retour et au réemploi, parce que c'est quand même là le nerf de la guerre, c'est de pouvoir remettre dans le circuit tous ces bocaux, on reverse 10 centimes en bon d'achat par bocal qui nous est retourné. Donc on est sur une consigne plutôt incitative et positive qu'une consigne punitive. Voilà, globalement. Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation parce que le sujet m'intéresse beaucoup, m'a beaucoup questionné et je pense qu'il va me questionner encore plus après nos discussions. Donc je suis Nelly Urban, je travaille pour le groupe Grappe Sud et je dirige le service recherche et développement et qualité. Je m'occupe aussi de la coordination de la démarche RSE. Donc, le groupe Grappe Sud, on est un groupe coopératif. Donc, c'est plus de 1200 adhérents qui sont des vinificateurs, des caves privées et des caves coopératives qui nous confient leurs coproduits, plutôt leurs sous-produits de la vinification que sont... Alors, je ne sais pas si... voilà, donc ça, c'est... Le film vous montrera ce que sont les coproduits de la vinification, à savoir le sous-produit solide issu de la production du vin, du raisin, donc après pressurage, qui est le marc de raisin, les lies de vin qui décantent dans les cuves de vinification. On récupère aussi les matières tartriques sur les cuves de fermentation et les excédents de vin. Donc on traite des quantités significatives.
de coproduits et on va les valoriser, on va les traiter, les valoriser jusqu'à la dernière goutte. Donc c'est ça notre mission. Donc on va produire des alcools pour la biocarburation, des alcools de bouche pour les spiritueux. On va produire des ingrédients et des additifs pour l'industrie alimentaire, des ingrédients pour les compléments alimentaires, des ingrédients, un additif pour la nutrition animale, du tartrate de calcium qui donnera l'acide tartrique et qui est utilisé dans plusieurs industries qui vont de l'agroalimentaire au BTP en passant par la pharma. Et au bout de la chaîne, on produit des fertilisants et des composts. Donc on valorise 100% de ces coproduits en produits de seconde génération. Donc pour ce faire, on est 120 salariés sur 3 sites de production et quelques sites de collecte. Et donc on réalise un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros. Voilà. Nos clients, donc vous l'avez compris, on est essentiellement en B2B, hein, donc on est vraiment dans un monde différent. On a de petites ventes en B2C avec une gamme de spiritueux qui nous sert de vitrine, puisqu'à l'intérieur de ces spiritueux, il y a nos propres alcools. En France et à l'international. En France et à l'international, absolument. Alors maintenant, on passe la parole à nos 2 intervenants académiques et peut-être on aimerait donc d'abord que vous vous présentiez et puis peut-être nous donner un travail de recherche que vous trouvez, un de vos travaux que vous trouvez emblématique de cette sobriété du point de vue du consommateur. Bonsoir à tout le monde. Guillaume Leborgne, chercheur en sciences de gestion et en particulier sur les comportements alimentaires durables. Je voulais parler de 2 travaux. L'un que j'ai mené avec mon collègue Florian Fizen et qui fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure sur la circularité forte. On a interrogé des gens sur ce qui était le plus important pour eux parmi les 5 R de l'économie circulaire. Donc refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler. Et il ressortait que seulement 10% des individus mettaient en premier le levier de refuse, donc refuser, donc ne pas acheter, hein, ne pas consommer. Alors que voilà, en fin de chaîne, entre guillemets, même si c'est un cercle normalement, mais tout ce qui est réutilisé et recyclé était beaucoup plus fortement représenté en première position. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus pour avoir une circularité forte, en tout cas en termes de perception des citoyens et des consommateurs. Et le deuxième travail qu'on mène avec Sandrine Costa et Sylvie Huette, Sandrine Costa qui est ici, dans la salle, et c'est sur les liens entre le fait de trier les déchets alimentaires, les biodéchets à la maison, et les pratiques de prévention du gaspillage. Alors la prévention du gaspillage, il y a plusieurs façons de prévenir le gaspillage, et c'est notamment la modération dans les achats est une bonne façon de prévenir le gaspillage. Mais on voit que l'adoption d'une pratique vertueuse comme le tri peut être un moyen de prendre conscience de notre niveau de gaspillage et donc de moins gaspiller. Elle peut inciter aussi à être cohérent et donc si on trie, on va moins gaspiller, ou si on gaspille moins, on va aussi trier pour être cohérent dans notre engagement. Mais il y a des effets qui ont été montrés, alors pas dans un contexte ménage, mais dans un contexte de restauration, qui montrent des effets de licence, c'est-à-dire des effets où puisque je trie, c'est moins grave si je jette ce qui est encore comestible parce que ça va être valorisé derrière. Donc on interroge ces choses-là. Alors suspense, résultat à venir. En tout cas, on peut voir les deux qui cohabitent et on voit qu'en termes de comportement durable et de comportement sobre, si on va là-dessus, il peut y avoir des renforcements, mais aussi des ambivalences, ce qui rend les choses assez difficiles à étudier et puis à prendre en compte quand il s'agit d'agir sur les comportements. Voilà. Jean-Baptiste. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Moi, c'est Jean-Baptiste Velté. Donc, je suis professeur des universités à Panthéon-Assas et j'ai commencé à m'intéresser aux problématiques de sobriété de manière, non pas par conviction, et ça me permettra de parler d'une recherche, mais de manière un peu contingente. On a été, avec une collègue Isabelle Dabadi, approché par le groupe Orange qui se posait la question de savoir finalement comment on pouvait développer des
alors ce n'était pas des comportements sobres, mais ce qu'ils appelaient des modèles économiques sobres, sachant que justement Orange souhaitait développer des offres stratégiques qui mettaient en valeur la sobriété. Et donc on a travaillé auprès de tout un tas de panels d'entreprises pour comprendre comment ces entreprises-là se considéraient sobres et quels étaient leur business model. Donc on a abouti à une typologie. Mais ce qui ressort donc au-delà des résultats de cette étude, c'est le processus de départ, c'est-à-dire qu'une entreprise comme Orange, qui est quand même une entreprise qui a vocation à croître, à se développer, eh bien à l'intérieur, vous avez des courants qui cherchent à remettre un petit peu en question cette envie, cette incitation à toujours chercher la croissance. Et donc c'est intéressant de voir comment ces groupes-là réfléchissent aussi pour essayer de s'inspirer, d'intégrer des pratiques venant davantage de PME. Voilà. Merci beaucoup. Alors le 24 juillet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça a été une date particulièrement commentée parce que pour cette année, ça correspondait au jour du dépassement. C'est-à-dire que c'est une façon imagée de communiquer ce que Jean-Marie disait tout à l'heure sur les ressources et sur cette idée que nous avions dépassé les capacités terrestres. Donc du coup, un appel un petit peu à la vigilance pour tous les acteurs sur ces aspects de ressources et l'adoption de comportements sobres. Alors une question qui, j'allais dire, brûle les lèvres depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est la sobriété? Comment on vit la sobriété en entreprise? Comment vous la définiriez? Voilà. Pour vous, c'est quoi la sobriété? Moi, je vais parler de ma lucarne. Donc, nous, on est un acteur de la sobriété, pleinement assumé. C'est dans nos gènes, puisqu'on valorise des coproduits. On les réinjecte dans différents marchés, donc on est dans une vraie économie, une économie circulaire. Et au-delà de ça, on a toujours eu, sachant qu'on était les dépollueurs de la viticulture, un petit mémo environnement chaque fois qu'on développait un nouveau process ou une nouvelle activité, de se dire attention, quel est notre impact environnemental. On a veillé à avoir une certaine optimisation de notre consommation énergétique, en eau, en réactifs, etc., etc. Peut-être des fois ne pas aller chercher le dernier pouillème en purification parce que notre procédé sera davantage polluant. Et poussé par des contraintes économiques, on est allé encore plus loin en allant chercher l'autosuffisance énergétique. Et un de nos sites principaux vient d'investir dans une chaudière biomasse, plus de 7 millions d'euros d'investissement, et qui nous permet de produire nos 12 tonneurs de vapeur dont on a besoin pour faire tourner nos installations à partir de nos coproduits, à partir de pulpe de raisin. Donc on est pleinement acteur de par notre ADN et de par une volonté forte interne de la sobriété. Donc moi, c'est ce que je peux dire de ma petite lucarne pour illustrer ma conviction de ce qu'est la sobriété à une échelle industrielle. Alors donc nous on est un petit peu moins industriel, donc moi je vais plutôt le voir du prisme de ce qu'on propose aux clients. Et en fait, tout à l'heure, je crois que je l'ai évoqué rapidement, mais donc on propose près de 3000 références de produits. Et en fait, aujourd'hui, si vous allez au Super Tout Nu, vous avez peut-être vu passer les photos tout à l'heure, mais vous allez avoir qu'une copa, une crème fraîche, un type de beurre. Alors, on va avoir le beurre salé, le beurre demi-sel, mais je veux dire, on va avoir un seul beurre, un seul emmental râpé. Et nous, du coup, c'est plutôt dans la sobriété de l'offre qu'on a ça. Alors, forcément, dans notre ADN, on essaie bien sûr d'être le plus éco-responsable possible. Après, c'est vrai que parfois, quand on est encore petit, on n'arrive pas à faire les économies d'échelle ou à faire des transformations vraiment structurantes dans la façon d'approcher aussi la sobriété dans notre quotidien, même si c'est ancré dans tout ce qu'on fait, notre façon aussi de consommer. On prend que par exemple notre matériel électronique ou informatique ne va être que du réemploi. Mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant de ramener aussi dans le côté vraiment consommateur, parce que ça a été plusieurs fois évoqué, le marketing et sobriété, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que oui, bien évidemment, nous, on cherche à faire venir les clients chez nous, mais aussi pour leur montrer qu'une alternative responsable est possible et que ça passe aussi par
s'habituer à ne plus avoir 10 ou 20 types de fromages râpés devant soi et qu'en fait, un, ça suffit. Et derrière, du coup, venir cocher des cases qu'on oublie souvent. On parlait tout à l'heure de la valeur qu'on accorde aussi. Et en fait, oui, aujourd'hui, alors pour reprendre un de nos concurrents qui va dire que le vrai prix des bonnes choses se trouve chez eux, aujourd'hui, en fait, le vrai prix les bonnes choses ont un réel prix. On l'a parfois un peu oublié de par cette abondance dans la consommation. Mais voilà, nous, la sobriété, on essaie un peu de la placer de ce point de vue-là. Et c'est ce qu'on offre à nos clients aussi, le fait de dire, vous venez chez nous. Il y a moins de produits et en fait le travail de lire les étiquettes, de regarder la provenance des produits et de ne vous offrir que la meilleure qualité, on l'a fait pour vous. Et voilà, donc je mettrai en avant ce côté-là. Merci. Je sais me montrer scolaire quand j'en sens le besoin. Je suis allé revérifier sur CNRTL, donc Centre national de ressources textuelles et lexicales, un super site pour la langue française que je recommande à tous les étudiants. La définition de sobriété, tempérance dans le boire et le manger. Bon, voilà, donc on est direct sur le boire et le manger. Et puis en deux, modération, mesure, discrétion, qui est une définition par les synonymes. Mais bon, voilà, l'environnement dans lequel on évolue en tant que citoyen, en tant que consommateur, il est a priori, il ne pousse pas à la modération et à la tempérance dans le boire et le manger, il me semble. Alors avec des initiatives comme Drive to Nu et concurrents, je pense que ça va dans le bon sens parce que si le consommateur est un peu plus serein sur le nombre de références à tester dans sa vie pour pas mourir bête, on se calme un peu et puis on est un peu plus proche de ses besoins naturels et essentiels, comme dirait Épicure. Et puis une chose que je voulais dire pour pas prendre trop de temps, c'est que je pense que tout le monde, beaucoup de gens en sont conscients, et puis je suis pas le premier du tout à dire ça, Jean Covici et d'autres le disent, mais la sobriété, si on ne la choisit pas, de toute façon, elle va arriver et elle sera subie. Et c'est déjà le cas pour un certain nombre d'individus, ça s'appelle la précarité par exemple. On pourra y revenir, mais il y a trois types de sobriété dont on peut discuter. Il y a celle qui est choisie par éthique, alors là, confère Épicure notamment, et l'article de Valérie Aymar-Nicolas et sa collègue, dont je ne me souviens plus du nom, sur le sujet. Une sobriété un peu plus instrumentale ou opportuniste, qui est plus sur l'aspect économique, purement économique, mais sans qu'elle soit totalement contrainte. Et puis une dernière sobriété qui est subie. Et là, on n'a pas le choix, on est sobre, on achète moins, tout simplement parce qu'on ne peut pas acheter plus, et notamment même pour des besoins essentiels. Donc là, évidemment, ça pose encore plus de problèmes quand les besoins essentiels ne sont pas couverts. Voilà, mais on y reviendra, je pense. Merci beaucoup. Alors, c'est intéressant, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais moi, j'aimerais bien simplement insister sur un point. C'est que la sobriété, on la définit de manière individuelle. C'est-à-dire, c'est sur des comportements et des personnes. Et effectivement, de cette manière-là, ça pose un problème qui est majeur. C'est qu'on est dans comme on l'a souligné, comme vous l'avez tous dit, on est dans un système collectif où finalement on est incité à davantage consommer et à davantage finalement utiliser des ressources. Donc finalement, il y a évidemment une ambivalence dès le début qui vient de cette individualisation de la sobriété. Et ça pose aussi des questions en termes justement de dimension collective. Aujourd'hui, on a beau dire oui, la sobriété, elle est effectivement contrainte parfois, les personnes dans la précarité. On parle beaucoup de sobriété désirable, mais c'est d'abord des comportements qui sont individuels. Prenons l'exemple de ce qui se passe en ce moment, on est dans la période de Noël. Je défie quiconque aujourd'hui de dire, moi, à Noël, je vais pas faire de cadeaux. Ou à Noël, je vais décider d'avoir un repas qui est sobre. Vous passerez tout de suite pour un pisse-vinaigre, pour quelqu'un qui est en dehors des clous par rapport à nos normes de consommation. Et je pense que ça, il y a des personnes qui sont véganes, elles vous disent, quand on les interroge, que c'est difficile d'aller au restaurant, par exemple, aujourd'hui, et de manger avec des gens qui ne le sont pas. Donc il y a encore ça montre que finalement, c'est une dimension c'est un choix qui est très individuel, dans une société qui, collectivement, il faut quand même dire les choses, n'est pas sobre aujourd'hui. On a beau tourner les choses dans tous les sens, la société n'est pas sobre. Donc finalement, cette sobriété individuelle,
on peut aussi, si on taquine un peu les choses, se demander si c'est pas une manière de culpabiliser, de responsabiliser le consommateur final, parce que finalement les systèmes politiques et les modes d'organisation ne s'attaquent pas réellement au problème. Donc c'est un nouvel avatar d'un transfert sur le consommateur d'une responsabilité qui lui incombe. Oui, merci de cette transition, en fin de compte, par rapport à notre organisation des questions. C'est vrai qu'on rentre là dans le sujet d'une façon plus profonde et plus personnelle. D'ailleurs, je me demande pour nos étudiants, là c'est vrai, est-ce que la sobriété fait rêver? Est-ce que vous-même vous vous sentez sobre là dans vos comportements à venir? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous tenter? Or, quand on voit les deux histoires qui nous ont été présentées, là, quand on parlait avec vous, Nelly, Marie, c'est vrai que c'était très passionnant. Moi, j'ai trouvé vraiment passionnant. J'aimerais vraiment, Nelly, que vous expliquiez bien l'origine, parce que finalement, l'origine du Grapsud, c'est pas pour répondre à une attente de sobriété de la part des consommateurs, pas du tout, en fin de compte. Il y a vraiment la sobriété de la part des consommateurs qui peut être un élément qui attire, et qui va amener la création, et peut-être davantage le Drive Tout Nu, qui correspondrait davantage à une demande qu'on espère de la part des consommateurs. Mais pour votre cas, Nelly, c'est vrai que c'est davantage les distilleries, la création des distilleries. Et si on réfléchit bien, il y a une incitation publique. Et l'incitation publique au départ de l'histoire, c'est pas du tout la question de la sobriété. La question de l'origine de ces distilleries, c'est vraiment de maintenir la valorisation des vins. Et donc, c'est l'État qui a soutenu la création des distilleries pour que les viticulteurs, vous allez l'expliquer, puissent tirer une valorisation des déchets, c'est-à-dire des mous, des mares plutôt, des mous de la livre, vous nous expliquerez bien. Et donc au départ, ce n'est pas la sobriété des clients, c'est vraiment le désir au contraire de maintenir de la valeur au vin de la région notamment, parce que sinon, les viticulteurs auraient pressé le vin en dégradant la qualité de notre viticulture en fait. Donc le départ de ce qui devient évidemment une réponse à la sobriété, n'est pas du tout la recherche de la sobriété. Et là, on a au contraire au départ une recherche de valorisation. Préserver la valeur des vins de la région, préserver leur valeur en alcool, éviter que les viticulteurs aient la tentation de les presser jusqu'à avoir des vins de mauvaise qualité. Donc c'est le départ. Les distilleries sont créées, vous le confirmerez là-dessus, mais ensuite, et alors il y a des subventions sur cette idée au départ, mais ensuite les subventions s'arrêtent, et alors il faut trouver le moyen de trouver de la valorisation des déchets, donc du upcycling, en créant ces nouveaux produits. Donc là, une démarche quasiment marketing pour essayer de recréer de la valeur de déchets. Et là, on rentre dans la question de la sobriété. Et après, il y a la sobriété pour vous, votre organisation, qui fait attention à sa façon de se comporter. Mais du point de vue des clients, je ne sais pas si les clients recherchent la sobriété. Et par contre, vous, Marie, j'ai l'impression que les clients, vous allez attirer des clients qui seront plutôt passionnés de cette question-là, qui veulent véritablement consommer sobre. Enfin, je vous laisse la parole là pour développer ça. Oui, merci Anne. Effectivement, en fait, l'histoire des distilleries, au départ, c'est début du XXe siècle, la crise viticole, une surproduction de vin massive. Donc l'État met en place un outil pour réguler le marché des vins qui s'appelle les prestations viniques. C'est un point direct. Donc chaque vinificateur doit restituer une partie de sa production d'alcool à l'État. Et pour ça, il faut un outil. Et l'outil, c'est la distillerie qui va extraire cet alcool des coproduits pour que cet impôt indirect puisse être payé. Et les distilleries vont percevoir une aide à la collecte et à la transformation. Donc ça, effectivement, ça a permis d'assainir le marché des vins, puisque ce qui se pratiquait avant, c'était du surpressage des mares, voire un relavage des mares. Et ce relavage, on le fait en réalité aujourd'hui en distillerie pour récupérer cet alcool et honorer ces prestations viniques. Donc, à l'origine, beaucoup de distilleries sont nées à cette époque-là, au début durant le XXe siècle. Donc après, il y a eu différents outils, de financement. Les subventions ont évolué. Les prix de vente de garantie des alcools ont évolué aussi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de prix garantis.
Et comme le disait Anne, les subventions, un jour, ont nettement diminué. Donc ça, c'était en 2008, il y a eu un changement de cap. Alors, il y a les distilleries qui n'avaient pas embrayé sur la diversification, elles ne sont plus, clairement, puisque l'activité la seule activité de distillation et de valorisation des simples coproduits de la distillation n'était pas viable sans aide. Et moi, j'ai la chance d'être entrée dans la structure qui s'appelait la Gardoninck à l'époque, dont les dirigeants, le conseil d'administration était visionnaire, et fin des années 90, début des années 2000, ils se sont dit là, vraiment, il faut faire quelque chose, il faut accélérer la diversification, et on a mis un coup d'accélérateur. Il y a eu des investissements en recherche et développement, donc j'étais la première ingénieure recrutée, et puis derrière en marketing au niveau commercial, et on est allé développer tous ces produits de diversification, on est allé attaquer ces marchés avant que les aides soient bien élimées. Donc, ce qui nous a permis de continuer à vivre, de prendre sous notre giron d'autres structures et donc de créer le groupe Grave Sud, qui est né de l'union de plusieurs distilleries. Donc oui, à la base, on est rentré dans on est acteur de la sobriété, mais au départ, c'était purement pour réguler le marché des vins, et donc pour une question économique, absolument. Voilà, et vous Marie, c'est vraiment une intention de vous adresser à des clients sobres. Oui, alors en fait, je vais reprendre un petit peu peut-être l'histoire, parce que c'est vrai que j'ai présenté dans les grandes lignes, mais donc le Drive Tout Nu, à la base, donc ça a été créé en 2018 par les cofondateurs, donc qui sont encore parmi nous, enfin qui sont encore dans l'entreprise aujourd'hui, Pierre et Salomé Géraud. Et donc en fait, donc ils ont deux profils tout à fait différents. Pierre, il est ingénieur agronome, donc lui, il est là pour le bien manger, le sourcing produit. Et à l'occasion de sa formation, il a eu l'occasion de faire des stages dans des pays notamment en voie de développement. Et il a été confronté en fait à la quantité de déchets que ces produits produisaient, et qui ne sont pas particulièrement recyclés, puisque nous on a quand même un outil magique qui s'appelle la poubelle. On met dans la poubelle, le lendemain matin on se réveille comme par magie, tous les déchets ont disparu. Donc c'est pas tellement le cas dans les pays en voie de développement, et donc il est rentré, il s'est dit mais c'est pas possible, enfin si ces pays-là qui sont plutôt sobres par la force des choses, du coup on revient sur les différents types de sobriété, produisent autant de déchets, qu'est-ce que ça doit être chez nous? Donc en rentrant, il s'est dit il faut absolument trouver quelque chose qui permette. Enfin, il y a toujours une phrase qu'on dit souvent, c'est le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Bon voilà, il s'est dit il faut réduire les déchets à la base pour arrêter de les produire, et au bout d'un moment on va crouler. Enfin voilà le fameux continent de plastique dont on a tous entendu parler. Et à côté de ça, donc Salomé, elle a fait une formation plutôt Sciences Po, etc. Donc elle a toujours eu forcément des convictions environnementales comme nous tous. Je pense aujourd'hui, on peut pas mettre de côté le fait qu'on est tous un peu responsables d'une certaine façon. Et par contre, elle a dit à Pierre, honnêtement, pour que ça marche, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit facile. Et donc du coup, de là est né le fameux concept que je vous ai expliqué tout à l'heure, de cette praticité de la consommation zéro déchet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les clients, ils viennent chez nous pour le zéro déchet. Et on aime bien dire, donc ils viennent chez nous pour le zéro déchet, et puis qu'ils restent pour la qualité des produits, la praticité d'usage au quotidien. Mais c'est vrai que, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même aujourd'hui, la sobriété repose un peu sur ce fameux consommateur. C'est aux consommateurs de choisir si oui ou non ils ont envie d'être sobres. Mais je pense qu'il y a un gros enjeu de créer, enfin d'insuffler la sobriété plus en amont. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'être sobre, je suis assez convaincue en tout cas sur typiquement nous, ce qu'on offre. Aujourd'hui, ça a un coût, et c'est vrai que les personnes qui viennent chez nous, donc quand on a démarré, on était à peu près à 52% de personnes qui étaient issues de la catégorie CSP+. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est plutôt passé autour des 42%. Donc on a quand même diminué, on a grappillé 10 points de personnes qui viennent chez nous aussi parce qu'on grossit, qu'on peut faire des économies d'échelle et proposer des produits plus abordables. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette sobriété, je suis quand même assez convaincue, on le voit nous au quotidien, que si ça reste du côté des consommateurs, qu'on n'a pas particulièrement d'aide en amont, ou par exemple, je sais qu'il y avait un projet à un moment de TVA verte, c'est-à-dire de mettre une TVA plutôt à 5,5 voire moins sur des produits qui sont vertueux pour l'environnement, de par leur emballage, de par leur production.
Voilà, c'est vrai que ces petits nudges-là qui viennent du coup d'un peu plus haut que juste le consommateur, ça pourrait aider à être aussi plus sobre dans des approches du quotidien. Et vous travaillez aussi avec la distribution. On a beaucoup d'étudiants là de la distribution. Oui, oui, c'est vrai que c'est un sujet. Alors depuis peu, donc nous à la base on est des drives. Depuis l'année dernière, on s'est développé sous un format plus retail, donc le super tout nu. Donc parce qu'en fait aujourd'hui la consommation en drive elle représente 10 à 15% des habitudes d'achat. Donc ça veut dire que le reste des gens vont quand même dans des magasins en physique, dans des épiceries. Enfin voilà. Donc on a bougé un petit peu notre curseur pour justement, encore une fois, rendre cette consommation responsable accessible au plus grand nombre et du coup développer des magasins en physique. Et depuis le début de l'année, je dirais premier trimestre, on a développé aussi un format qui s'appelle les corners tout nus. Et donc on est implanté dans les carrefours. Donc on propose une sélection plus réduite de nos produits. On a une centaine de produits qui sont présents dans les carrefours. Et l'idée, encore une fois, c'est de se dire... les gens, on est quand même sur un achat du quotidien, donc on sait tous qu'on va pas faire un détour de 20 minutes. Alors on va le faire peut-être une fois pour découvrir le concept, 2 fois parce qu'on a vraiment un produit qu'on a aimé, qu'on veut faire découvrir à notre entourage peut-être. Mais c'est vrai que dans cette démarche de consommation du quotidien, en fait, on essaie de trouver des moyens pour venir aux clients, faire connaître notre concept aux clients, parce qu'aujourd'hui notre maillage il est assez restreint par rapport à d'autres enseignes de la grande distribution. On est à Toulouse, il est à Bordeaux, mais en tout on n'a que 9 points de vente. Donc c'est vrai que voilà, il faut quand même qu'on trouve des moyens de venir un peu plus aux consommateurs. Et donc on a trouvé cette solution qui marche très très bien, qui s'appelle donc les corners tout nus. Donc on propose donc une sélection de produits aux clients du coup qui vont dans les carrefours. Ils vont avoir un corner comme on peut avoir des corners de marques autres. Et donc ça permet de faire découvrir notre offre. Et c'est vrai que nous, voilà, ça va être souvent des personnes qui vont complémenter leurs achats dans le reste du carrefour. Et l'avantage, nous c'est ce qu'on se dit, c'est que s'il y a une personne qui au lieu d'acheter sa crème fraîche emballée va prendre une crème fraîche en bocal, voilà, c'est toujours un déchet de moins dans la nature. Et très honnêtement aussi sur le volet complètement économique aussi des carrefours et d'autres enseignes, ils cochent avec nous la case du RSE. Nous on arrive avec une solution du coup clé en main pour eux. Ils sont un peu ils ont un peu de toute façon le bras un peu tordu aussi par la loi AGEC qui va forcer en fait la grande distribution à avoir un certain pourcentage, je crois que c'est 30% de leur offre qui doit être dans du réemployable, donc des emballages 100% recyclables ou réemployables ou du vrac, enfin voilà. Mais du coup c'est vrai que nous on apporte du coup une solution clé en main et ça permet aussi de faire découvrir notre offre et qui sait peut-être de finir par convertir des gens qui vont oser le détour après par chez nous. Voilà. Pas sur cette question, vous voulez réagir tous les deux, Béatrice? Alors peut-être on pourrait en venir à cette question du prix. Donc est-ce que ça coûte plus cher? Et du coup, comment on peut justement accompagner, donc quelle est la communication, quel est le marketing ou les actions marketing qui vont permettre de, alors au moins justifier ou au moins de faire accepter ce prix. Voilà. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes plus cher? Est-ce que le prix reste peut-être un critère de négociation ou est-ce que l'argument RSE prend le dessus? Oui, c'est une bonne question. Bon, ça dépend des marchés. Oui, globalement, cette problématique de prix, elle existe. Nous, dans notre modèle, il faut imaginer... Parce que souvent, nos clients nous disent « Oui, mais c'est issu d'un déchet, donc ça ne coûte pas cher. » Sauf qu'on a des frais de collecte qui sont énormes dans notre modèle économique. Et puis, on en parlera peut-être plus tard, mais l'approvisionnement, notre matière première, on prend tout ce que nous livrent nos adhérents et puis à la fin, on a un produit standardisé. Alors, je peux vous dire que des fois, c'est des équations très, très complexes pour arriver au produit fini avec des surcoûts, etc. Donc, oui, ça coûte plus cher dans la majorité des cas. Et en face, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu clairement une évolution. Il y a 15 ans de ça, on n'osait pas dire qu'on faisait des produits issus du recyclage. Alors, on ne disait pas qu'on était une coopérative, on ne disait pas qu'on faisait des produits issus du recyclage. Alors que là, je rentre du Food Ingredient Europe, on met en avant les produits upcyclés aujourd'hui. Donc déjà, il y a une évolution. Et ce que j'ai pu voir, c'est ça nous a facilité l'entrée chez certains clients ces dernières années.
l'argumentaire upcycling. Quand on est face aux équipes développement, R&D, RSE, etc., communication, nos ingrédients font envie. Et puis après, dans la relation d'achat, ça devient un peu plus compliqué et on voit bien que les acheteurs sont face à des injonctions un peu contradictoires. Il faut sourcer durable et puis il faut acheter au moins cher. Donc en fonction du type d'entreprise et sans doute du coût du capital, je ne sais pas. C'est clair que ça penche parfois du côté de acheter moins cher. Donc, et là, c'est difficile de se positionner. Mais les mentalités évoluent clairement. Et aujourd'hui, les ingrédients upcyclés sont mis en avant partout dans le monde. Voilà ce que je peux dire. Alors, ça, c'est un vaste sujet. Bon, déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, aujourd'hui, 50% des déchets des poubelles qu'on a chez nous, ce sont des déchets d'emballage. C'est-à-dire qu'en gros, on va aller faire ses courses, on va récupérer ces yaourts qui sont dans une cartonnette, le yaourt dans un petit pot avec un opercule. Donc, en fait, on a quand même 50% de ce qu'on paye qui finit à la poubelle, aujourd'hui, à peu près. Donc, il y a à peu près 10 à 40% du prix du produit qui se retrouve dans le marketing, dans l'emballage, etc. Donc souvent, nous, les clients, la première chose qu'ils me disent, mais c'est super, on n'a plus d'emballage. Enfin, en tout cas, c'est de l'emballage vert. Donc du coup, ce 10 à 40% de prix du produit, enfin voilà, on vous diminuez de 10 à 40% le prix de vos produits. En réalité, c'est pas tellement ça. Donc nous, on reçoit forcément, on achète en gros, donc on achète en vrac, on reçoit des grosses quantités. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais nous, on est aussi conditionneurs. On a plus de 300 produits qu'on conditionne nous-mêmes, donc on reçoit en grosse quantité et qu'on met nous-mêmes dans les bocaux. Cette action de mettre dans les bocaux, forcément, ça a un coût. Donc, on essaie d'amortir au maximum. Plus on a de produits, plus on a de points de vente, plus ce coût, forcément, se réduit, l'économie d'échelle, par la force des choses. Et nous, en fait, ce qu'on propose à nos clients, c'est de dire, vous allez payer le même prix. Par contre, ces 10 à 40%-là, on les met dans la qualité du produit. Et donc, on essaie de se placer autant que faire se peut sur un prix du marché le plus proche de ce que peut faire la concurrence. Alors, bien évidemment, on n'est pas du tout sur des prix de marque distributeur, parce que la qualité n'est pas la même, parce qu'on n'est pas sur ce créneau-là. Par contre, si vous comparez des produits de marque, donc des produits pour lesquels vous allez payer la marque, là, on va commencer à être sur des mêmes niveaux. Par contre, pour une qualité meilleure, et en plus de ça, on coche la fameuse case de dire mon emballage est recyclable, etc. Après, c'est vrai que c'est une vraie question parce que des fluctuations de prix, il y en a tout le temps, autant sur l'achat des produits que après aussi les achats de bocaux. C'est aussi pour ça que nous, on reverse 10 centimes en bon d'achat. Ça nous coûte toujours moins cher de racheter le bocal au client que d'en acheter des nouveaux. Mais c'est vrai que ce prix, c'est quelque chose qui revient énormément et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, le fait de laisser le consommateur forcément faire ses choix de son côté, c'est toujours un peu touchy. Mais nous aussi, on travaille énormément sur... on a une équipe marchandise qui fait un relevé de prix tous les mois et qui se compare avec la concurrence. Donc à prix équivalent, on a une centaine de produits sur lesquels on a un indice prix moins cher. Donc forcément, on rogne sur nos marges. Voilà. Alors au même titre que les géants de la grande distribution vont rogner sur leur marge de Nutella et de Coca pour vendre presque à prix coûtant. Nous, voilà, ça va être des produits du quotidien où on va se comparer à Biocop, Chronodrive, Greenwiz. Enfin, voilà, on a à peu près 5-6 marques comme ça auxquelles on se compare et on s'assure d'avoir un indice prix en dessous d'eux. Alors parfois, ça va être quelques centimes, parfois ça va être un peu plus. Mais au global, oui, la question du prix revient énormément et en effet, consommer mieux aujourd'hui, ça coûte plus cher. Je pense qu'on peut le dire, sauf si on arrive à être extrêmement dans le contrôle et dans la sobriété et du coup ne consommer que la consommation juste. Mais voilà, c'est toute une réflexion à avoir au quotidien. Oui, je n'ai pas énormément de choses à ajouter, si ce n'est que pour consommer mieux, il est bien de consommer moins. Alors, il est bien de consommer moins en soi, mais consommer moins permet de consommer mieux. À ceci près que certaines personnes, je le redis, sont déjà dans le moins, dans le minimum possible. Et donc, il n'y a rien de plus frustrant pour
pour un individu qui est en limite de budget et qui fait déjà son possible pour réussir à atteindre un niveau minimal de besoins pour sa famille, de se dire non, mais si tu consommais moins, tu pourrais te permettre, si tu n'achetais pas des trucs inutiles, tu pourrais avoir des meilleurs produits écologiques, il suffit de le vouloir. Donc il y a un impératif de justice sociale et économique vis-à-vis de la consommation sobre et responsable, sur lequel on pourra peut-être revenir plus tard dans le débat. Je suis sûr qu'il y aura des échanges avec la salle à ce sujet, donc je préfère qu'on avance, ne pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Oui, je voulais juste revenir du coup sur la question que vous posez, qui pose la question de l'arbitrage, et ce que Jean-Marc Ferrandi disait tout à l'heure, entre l'aspect économique et puis l'aspect plus de valeur. Alors je pense que en fait c'est toujours un petit peu, c'est intéressant de basculer sur des aspects économiques, de dire on va chercher à rendre la sobriété économique, même si c'est très compliqué, on peut essayer de diminuer le nombre de produits, etc. On va se retrouver avec des comportements opportunistes des consommateurs qui, à un moment donné, ce que disait Guillaume tout à l'heure aussi, vont chercher à faire des effets de compensation. Tiens, j'ai réduit ma consommation là-dessus, donc je vais pouvoir consommer mieux ailleurs. Donc on n'évitera pas ces comportements un peu d'homo economicus qui existent quand on va au maximum sur l'économie. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus que les valeurs en tant que telles, et jouer avec une sobriété qu'on qualifie d'une sobriété heureuse ou une sobriété qui serait axée sur la notion des valeurs volontaires, etc., qu'on fait par un acte éthique, ça pose aussi un certain nombre de questions qui sont assez intéressantes, je trouve. Et pour moi, je pense qu'on a trop tendance à vouloir faire de la sobriété une valeur terminale, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait être sobre pour être sobre, au lieu de considérer la sobriété plutôt comme une valeur instrumentale. C'est-à-dire qu'elle est là pour aider à quelque chose. Et vous l'avez très bien dit, quand vous avez dit le Drive to New, une des fondatrices a dit au fondateur, OK, il faut faire ça, mais il faut que ce soit pratique. Donc la finalité, il faut que ce soit pratique, parce qu'un drive, sa finalité, c'est d'être pratique. Quand Inox Tag, il gravit l'Everest, sa finalité, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux son exploit, et c'est d'attirer du monde. Donc ça paraît dommage de le critiquer sur son empreinte carbone quand il va escalader l'Everest, parce que finalement, c'est pas ça la finalité de son action. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention quand on qualifie la sobriété comme étant un acte éthique. Il faut faire aussi attention à cette volonté de la transformer en comportement vertueux dans sa vie en général. Et je pense que ça, du coup, ça vient un petit peu critiquer le fait qu'on ait une sobriété désirable. Donc je pense que la solution, elle existe. Et il y a des solutions qui existent entre les deux. Notamment, on a fait je ne monopoliserai pas la parole très longtemps, mais on a fait une recherche, un de nos doctorants a fait une recherche intéressante sur la figure ce qu'il appelait des digitaux néo-ruraux. Donc des gens qui... ils ont grandi en ville, et puis avec le confinement, ils se disent l'immobilier est moins cher, je vais aller vivre à la campagne. Donc c'est dit comme ça, ça fait un petit peu, c'est un petit peu stéréotypé, mais on a des gens qui ont fait ça, ils sont partis vivre à la campagne. Et en fait, ils sont arrivés à la campagne par des soucis économiques, parce que finalement c'était une bonne affaire économique. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'il y a des effets de sobriété contingente, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont réduire leur consommation, mais non pas par esprit éthique, non pas par économie, parce que finalement, il y a un cadre de vie qui change, il y a un rythme de vie qui change, et donc finalement, ils s'accoutument à de nouvelles manières de consommer qui sont plus mesurées et plus sobres. Merci. Je vais rejoindre ce que vous dites et le poursuivre et retourner un petit peu vers vous, là, le sens du micro, là, parce qu'en fait, j'observe que quand on a commencé, on a entendu les mots d'introduction, à la fois de Jean-Marie Courinte, d'Irène Georgescu, qui se sont étonnés de ce rapprochement entre justement marketing et sobriété. Donc tout ça a été un coup de... C'était aussi votre réaction, Nelly. Vous vous êtes interrogée sur cette thématique. On nous a dit que c'était un challenge. Or, on a le sentiment pour les chercheurs en marketing et la recherche en marketing et l'enseignement en marketing qu'il y a tout de même une évolution du marketing traditionnel vers un marketing responsable, éthique, soutenable. Enfin, on a tous ces termes-là.
je voudrais vous entendre là-dessus et savoir un petit peu justement par rapport à nos étudiants aussi. Je pense que les enseignements en marketing aujourd'hui sont probablement différents de ceux qui étaient donnés un petit peu plus tôt. Et pourtant, nous avons des étudiants qui sont des commerciaux en agroalimentaire, qui vont travailler dans les enseignes de distribution traditionnelles aussi. Et pour autant, nous essayons de les sensibiliser et nous amenons aussi une autre logique. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce marketing finalement par rapport à cette question de la sobriété? Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, on va parler un petit peu de chercheurs, mais il y a eu un article très célèbre dans notre communauté scientifique qui est sorti au début de l'année 2024, qui disait que finalement c'était la fin du marketing dans une revue de recherche qui s'appelle Recherche et application marketing. Donc c'est un article qui avait fait couler beaucoup d'encre et qui mettait en lumière ce que vous soulignez, comment on peut faire du marketing avec de la sobriété. C'est deux choses qui sont totalement contradictoires a priori. D'un côté, le marketing, on l'a déjà dit, c'est une société qui prévaut l'accumulation, le renouvellement des désirs. De l'autre côté, la sobriété, on l'a défini, c'est de la mesure. Donc on a une tension, une contradiction entre les deux. Maintenant, on voit bien dans nos cours le marketing s'adapte. On est capable de traiter justement aujourd'hui de business model ou de situations qui le rendent davantage responsable. Et je dirais que si on l'applique à la sobriété, on peut considérer finalement, d'une certaine manière, on peut considérer 4 grandes stratégies marketing, on peut mettre les pieds dans le plat, qui s'appuieraient sur la sobriété. Il y en aurait une première, alors moi j'ai appelé ça en marketing, on aime bien faire du labeling et du branding, j'ai appelé ça les 4 E de la sobriété. Il y a une sobriété épure, c'est exactement ce que vous faites au Drive to Nu, on réduit le nombre de références disponibles pour diminuer le choix auprès du consommateur. On va faire attention à la qualité du produit. On a des marques comme Asket ou comme Patagonia. Asket, c'est une marque de vêtements suédoise qui est très connue pour justement sa sobriété et la qualité de ses vêtements. Bien évidemment Patagonia, mais ça, tout le monde connaît ici. Donc ça, c'est un premier type de sobriété. Après, on a une sobriété efficace. La sobriété efficace, c'est une sobriété qui va chercher justement à concurrencer les entreprises traditionnelles en montrant finalement que leur produit a un meilleur rapport qualité-prix ou a une meilleure efficacité dans ce pourquoi il est conçu. Par exemple, des entreprises comme 900 Care qui fait de la cosmétique sans emballage, un peu comme le Drive to Nu, mais pour les produits cosmétiques. Puis ensuite, on a une sobriété qui est davantage sur l'aspect justement d'expertise, une sobriété experte où là, on va s'adresser, et c'est une voie intéressante, au consommateur, un consommateur acteur, comme vous le disiez, mais qui est davantage un consommateur malin, pas malin au niveau des prix, mais malin au niveau de sa capacité à agir, à faire des choses. Par exemple, Murphy qui vend des pièces détachées d'électroménager. Et donc ça incite le consommateur à prendre en main son réfrigérateur, sa télévision, et au lieu de la jeter, se dire tiens, je vais pouvoir peut-être la réparer. Et donc ça lui donne un sentiment d'accomplissement lorsqu'il a fait ça. Et la dernière, ce serait plutôt une sobriété, alors on va utiliser ce mot qui est pas mal utilisé, mais une sobriété un peu expérientielle, c'est-à-dire le fait de vivre la sobriété comme un moment particulier, un moment de transformation. On a des gens qui partent en vélo, qui partent dans des monastères pour faire des retraites, et donc qui essaient de se purifier par rapport à la consommation. Donc ça implique des prestations, des systèmes de marketing, donc de positionnement sur le marché, de création d'une offre. Donc voilà, je pense qu'il y a des possibilités. Il ne faut pas voir les choses de manière toute noire. Il y a des possibilités finalement de rendre le marketing plus sobre. Oui, je peux ajouter l'exemple aussi de l'enseigne Darty qui propose, alors je ne sais plus si c'est encore le cas, mais un abonnement pour un accès à une réparation des produits ou des prolongations de garantie, etc. Donc toujours dans l'idée d'un usage prolongé des produits, comme pour Patagonia qui répare les vêtements gratuitement, etc. Voilà, encore faut-il se permettre au début l'achat, mais ensuite, effectivement, c'est même plus économique pour le consommateur. Oui, en fait, quand on est sur des services ou quand on est sur une promotion de l'usage plutôt que de la possession, c'est souvent là qu'il y a des exemples de marketing qui arrivent à concilier justement marketing et sobriété, ou en tout cas à utiliser
le marketing, ses techniques et ses stratégies dans une perspective conciliable avec les impératifs de sobriété. Oui, je ne serai pas très longue, mais c'est vrai que nous, c'est toujours comment est-ce qu'on fait du marketing responsable. Alors il y a la façon aussi d'être plus responsable, forcément aussi, parfois dans le marketing ça peut être plus cher. Je vous prends un exemple très concret. Pour faire du flying, il y a 3 options. Soit on n'en fait pas, donc on n'est pas visible. Soit on en fait avec du papier plutôt recyclé, soit on va jusqu'au bout et du coup on va faire du flying sur des papiers par exemple ensemencés. Bon, le papier ensemencé va coûter beaucoup plus cher que le papier recyclé, qui va coûter plus cher que de ne pas en faire du tout. Donc c'est vrai que voilà, en fonction aussi des budgets des entreprises, on va arbitrer d'être plus ou moins responsable. Mais aujourd'hui, moi je reste quand même convaincue que si on fait pas de marketing du tout, en fait, on laisse la place et la parole à des acteurs qui qui sont pas forcément les plus vertueux. Donc, je pense que c'est quand même important de prendre la parole. Il y a toujours ce truc de se dire comment faire pour réussir à être être responsable jusqu'au bout de notre prise de parole marketing. Aujourd'hui, nous, notre principal canal d'acquisition sont les réseaux sociaux. Bon, c'est tout sauf écologique, on le sait. Par contre, on a pris la décision et le choix de ne pas aller sur TikTok, par exemple, qui est un réseau social qui consomme énormément, qui est aussi dans l'abondance l'abondance de contenu, l'abondance de consommation aussi. Donc voilà, on fait cet arbitrage-là. Est-ce qu'on le fera encore dans 1 an ou 2 si jamais on est entre guillemets contraint et forcé? J'enclenche même pas sur l'IA parce que je pense que ça pourrait être un sujet de 1000 conférences en soi. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on part du principe qu'il faut quand même prendre la parole parce que voilà, faut aussi qu'on soit là, qu'on soit identifié comme étant un acteur vraiment impliqué, engagé et une vraie alternative. Mais forcément, ça rogne un peu sur l'aspect de ne pas communiquer du tout, qui reste quand même toujours, voilà, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. La meilleure communication la plus responsable, c'est de ne pas en faire. Mais jusqu'à quel point, voilà, c'est un vaste sujet, je pense. Alors, il faut aussi qu'on vous laisse la parole. Donc, on se tourne vers la salle ou à distance aussi. Vous pouvez toujours utiliser le question-réponse pour poser vos questions. Alors, on en avait d'autres, mais... Déjà, bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté. J'avais une question par rapport au concept de l'alimentation dans les contenants en verre. Vous disiez que votre cible a été majoritairement autour des CSP+, et ce qui est souvent le cas pour ce style de concept, mais et également que vos prix s'alignaient sur les prix des marques avec de la qualité et également sur la qualité de vos produits. Et est-ce qu'un jour vous comptez proposer quelque chose qui est cohérent avec les budgets moyens des étudiants pour entraîner une autre partie de la population à consommer mieux en fait et plus responsable? Oui, clairement, merci pour la question déjà. C'est une problématique qu'on voit beaucoup, d'autant que on est convaincu que c'est vous, en fait, l'avenir, c'est vous qui allez... Si vous prenez dès le début, en effet, de votre vie de consommateur, le pli de partir sur des alternatives plus responsables, bien évidemment que derrière, ça va faire des bébés, ça va continuer, vous allez garder cette façon de consommer. On a eu la chance d'être soutenu par la région Occitanie qui nous a permis de proposer des paniers étudiants. Donc en fait, on a proposé un prix, le prix que nous on propose à nos clients, et en fait, ils ont pris une partie de ces paniers-là à leur charge, ce qui nous a permis de proposer. On proposait pour 20 €. Il y avait vraiment un panier qui permettait de couvrir les besoins de 4-5 jours, mais avec des super bons produits, donc des fruits et légumes bio, toutes les alternatives qu'on avait, les pâtes en sachet, etc. Ça s'est arrêté, mais donc du coup, on n'a pas pu continuer à suivre. Mais oui, c'est un vrai enjeu et on aimerait, et en fait, encore une fois, je reviens sur cette prise de parole, le fait de gagner aussi des parts de marché, ça va nous permettre de proposer de plus en plus de produits abordables. Et après, il y a toujours ce critère de la qualité, et ça, pour le coup, nous, on a décidé de ne pas rogner dessus. Et après, l'alternative aussi au plus petit budget, c'est vrai ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure pendant le baromètre, mais on a toute une partie anti-gaspi sur notre site, et c'est vraiment, vraiment avantageux parce qu'on propose donc bien sûr tous nos fruits et légumes qui sont un peu fatigués, les mis de côté un peu, qui sont du coup à des prix hyper avantageux, et toute la partie crèmerie, viande passe à moins 50% 2 jours avant la date de péremption, donc ça implique de consommer très rapidement, mais par exemple,
on va avoir de la saucisse de Toulouse qui va avoir le label Bleu Blanc Cœur à 5 euros, qui va tomber à 5 euros le kilo. Donc ça nous permet aussi là de faire connaître et de rendre aussi accessible à des populations qui ne peuvent pas forcément consommer au quotidien de par le pouvoir d'achat. Mais oui, c'est un critère, c'est une question qui revient beaucoup. Aujourd'hui, notre économie d'échelle n'est pas assez importante pour rogner sur certains produits. Et la qualité, comme je disais tout à l'heure, a parfois un coût. Mais voilà, mais on perd pas espoir. Alors, on a parlé que le marketing doit devenir, dans l'optique de sobriété, plus responsable. Mais est-ce qu'il doit aussi envisager sa disparition ? Oui, merci beaucoup. Justement, l'article dont je parlais, c'était ça, il planifiait la disparition du marketing sous forme de un peu harakiri. Je ne pense pas que le marketing doive planifier sa disparition. Il ne faut pas oublier que le marketing, il a aussi un intérêt pour les pouvoirs publics, quand il est fait par les pouvoirs publics. On parlait lors de l'introduction. Je crois que c'est Monsieur Courante parlait de démarketing. Le démarketing, c'est une façon de faire du marketing pour transformer des comportements et transformer ces comportements en comportements vertueux. On a besoin aussi d'avoir justement des techniques de communication, des techniques marketing qui vont qui vont orienter le désir autre part. L'idée, c'est aussi de participer à un changement d'imaginaire collectif, pas simplement de comportement individuel. Je parlais tout à l'heure de la figure des digitaux néo-ruraux. Ça peut être un nouvel imaginaire collectif. Quand vous prenez Raphaël Varane, qui popularise, et il est aidé pour ça par des acteurs marketing dans sa communication, qui sensibilisent à la santé mentale dans le football, donc à un sport plus sobre, c'est aussi du marketing. Donc finalement, je pense que c'est jeter le bébé et l'eau du bain, c'est-à-dire que le marketing a aussi son rôle à jouer dans la sobriété. Et donc voilà, je pense qu'on peut planifier sa disparition, mais sa résurrection aussi. Oui, il y a un courant de recherche, et des recherches opérationnelles et d'action qui est le marketing social et qui consiste justement à prendre à son compte les méthodes du marketing pour pas uniquement vendre des comportements responsables et vertueux, mais aussi rendre les gens acteurs des comportements qu'ils vont décider de mettre en œuvre et en prenant en compte les contraintes qu'ils ont. Donc voilà, c'est mis en œuvre d'un point de vue plus évidemment institutionnel, ONG, recherche-action, etc., que par les marques elles-mêmes. Mais voilà, le marketing a laissé de bons outils. Et si un jour il disparaissait d'un point de vue marketing purement marchand et commercial, il laisserait au moins en tout cas de bons outils à notre disposition. Pardon, ça m'inspire un petit point aussi. Il y a les influenceurs dont on parle très souvent, alors créateurs de contenu, influenceurs, voilà. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu qui proposent du contenu hyper engagé, en fait. Et c'est peut-être ça aussi. Il y a bien sûr des influenceurs qui font un peu tout et n'importe quoi, mais il y a aujourd'hui des créateurs de contenu qui offrent et qui mettent qui rendent visibles des solutions, des alternatives, des solutions, de la sobriété. Et c'est peut-être eux aussi l'avenir du marketing. Voilà, c'est des façons encore de nouvelles façons de communiquer par des biais, des personnalités plus engagées aussi. Donc. Je suis pas du tout spécialiste, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai changé d'avis entre le moment où notre directeur marketing m'a dit, écoute, tu peux aller à ma place faire une conférence, intervenir sur la sobriété, marketing. Sobriété, marketing, c'est complètement antinomique, mais oui, j'entends de tout ça que oui, le marketing, c'est des formidables outils et on peut les mettre au service de la sobriété. Et j'ai entendu que la sobriété, c'était pas forcément une fin en soi, mais qu'on pouvait quand même y arriver pour le bien de tous. Donc, voilà, j'ai changé d'avis en fait. Donc, au cours de la préparation de cette table ronde et des interventions. Je voulais quand même ajouter un écueil à éviter. Dans le domaine de l'énergie, il y a des gens qui démontent le mythe de la transition en disant qu'il n'y a pas eu réellement de transition, mais il y a eu empilement des énergies, et puis les renouvelables sont venus s'ajouter, mais en fait on n'a pas remplacé les énergies fossiles par des renouvelables, hein. On est en train d'empiler. Il ne faut pas que la consommation vertueuse et co-responsable vienne s'empiler sur la consommation non responsable,
que bon, ok, j'achète sur Vinted et puis en fait j'en achète plus. Alors ça c'est un effet rebond, c'est encore autre chose. Mais j'achète ça et puis ça me permet d'acheter plus. Enfin voilà, tous les effets rebonds ou cette consommation qui viendrait s'empiler sur une consommation non vertueuse qui elle ne décroîtrait pas. Donc ça c'est évidemment quelque chose qu'il faut avoir en compte, et on peut vendre aussi bien qu'on veut des comportements vertueux. Il faut vraiment aussi s'assurer qu'ils vont bien remplacer les autres comportements. Oui, et il y a quelque chose quand même dans cette interrogation là qui est, bien souvent on entend peut-être de votre part aussi, c'est la faute du marketing qui nous incite à des comportements délétères et néfastes pour la planète. Et en même temps, dans le marketing, il y a l'idée d'aller chercher quelles sont les attentes réelles des consommateurs. Au départ, quand même, c'est la philosophie du marketing, d'essayer de bien comprendre quelles sont les attentes. Donc en fait, dans cette question de la responsabilité, de la sobriété, il y a la question, chacun se renvoie un peu la responsabilité de l'initiative. Donc je pense que si véritablement les attentes, nos attentes, étaient vers cette sobriété, vers ce respect de l'environnement, vers la durabilité, vers la responsabilité, eh bien le marketing ne serait que l'écho et l'offre s'adapterait probablement dans cette direction-là. Il n'y a pas une intention du marketing d'aller dans un sens forcément néfaste. Et ensuite, si ce sont ce type de comportements qui vont nous faire consommer, eh bien on pourra associer une forme de consommation avec ce comportement plus vertueux. Alors, il y a une question ici. Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges. Vous l'avez évoqué et on l'observe aussi avec vos témoignages. Aujourd'hui, c'est les PME qui ont l'air d'être les plus engagées dans les démarches de sobriété. Finalement, est-ce que le consommateur aussi attend pas un petit peu un coup de pouce de la part des entreprises, et comment du coup les grands groupes pourraient s'inspirer de vos expériences, enfin, quels sont les leviers qu'ils pourraient mettre en place pour favoriser des démarches de sobriété ? Voilà. Ouais, c'est compliqué. Alors, merci pour la question. Je ne sais pas si je suis plus la plus à même pour répondre, mais au niveau des grands groupes, il y a quand même aujourd'hui des incitations fortes en matière de RSE, et que ce soit en Europe ou ailleurs, qui fait que par la force des choses, par la contrainte, il y a des belles choses qui se font à l'intérieur des grands groupes. Nous, on le voit, on a des clients qui sont des multinationales, on est tout petits à côté, mais ils font des très très belles choses en matière de RSE. C'est peut-être... ils communiquent d'ailleurs, des fois avec un peu de retenue pour pas être accusés de greenwashing, mais il y a des belles choses qui sont faites. Voilà. Je pense beaucoup par l'incitation, mais c'est de mon avis, par l'incitation réglementaire. Nous, on le voit sur les exigences qu'ils ont à notre égard en matière de RSE. Alors, je vais reprendre la parole parce qu'évidemment, il y a d'autres temps qui sont prévus. Donc, merci beaucoup à tous nos intervenants pour cette table ronde. On peut les applaudir. Merci pour les questions. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais bien évidemment, nous serons là tout à l'heure. Les intervenants seront là également et pourront répondre à des questions. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a encore 2 petits points. Merci en tout cas pour tout ça. Depuis plusieurs années, au cours de la conférence, nous remettons à un livre de l'année sur la consommation responsable ou le marketing responsable un prix, le prix du livre de la chaire Ma Raison. Donc je vous laisse peut-être, parce que moi j'ai le micro, si tiens. Donc nous allons du coup vous annoncer quel est le livre qui a le prix du livre, bien sûr en fonction des critères de lien avec notamment la chaire et les activités de la chaire et sur les comportements responsables. Donc nous avons le plaisir de remettre le prix du livre donc, à Jean-Baptiste Velté, donc, pour le livre « Le marketing à l'ère de la sobriété », donc, qui a été coécrit avec Isabelle Dabadi. Voilà. Comment ? C'est un ouvrage collectif
C'est un ouvrage collectif, hein, c'est une coordination de plusieurs chapitres. Donc bravo, merci. Un grand merci, hein, c'est une très belle surprise et je vous remercie de cette distinction. C'est un ouvrage collectif, alors effectivement, j'en parlerai aux collègues et ils seront très heureux de ce prix. Merci beaucoup. Merci pour cet ouvrage qui est très intéressant et qu'on recommande bien sûr aux étudiants. Donc on a des questionnaires. Dernier point, deux petits points avant le cocktail. Donc, on aimerait que vous preniez le temps de répondre à 3 petites questions parce que, vous savez, MoMA cherche à améliorer sa qualité. Et donc, il y a 3 petites questions sur votre degré de satisfaction. Alors, les étudiants en marketing, vous connaissez parfaitement. Et le dernier point, pendant que vous alors, les personnes qui sont en visio peuvent également répondre en scannant le QR code. Voilà, donc je vous laisse répondre. Il y a 3 questions, hein, donc une seule question de satisfaction. Après, c'est juste 2 questions sur vos caractéristiques et sur comment vous avez connu la conférence. Est-ce que ça fonctionne? J'espère. Alors, il n'y a pas un très bon réseau Wi-Fi. Hein. Il n'y a pas de réseau. Bon, tant pis. S'il n'y a pas de réseau, tant pis. Ou alors, on vous l'enverra. Donc, voilà. Et je voudrais surtout remercier chaleureusement les 3 doctorants, bien sûr, tous les participants avant. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Les animatrices, les co-animatrices et les 3 doctorants, donc Ludivine, Virginie et Valentin, qu'on peut applaudir parce qu'ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on vous attend au cocktail juste dans le hall. Et bien sûr, il y a des questions, hein, j'ai vu. N'hésitez pas à venir voir les intervenants.